Il y a tout juste un an, un vent de liberté soufflait sur la place Maïdan, au cœur de Kiev. Aujourd'hui, l'Ukraine est donc en guerre. Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment les contestataires qui voulaient s'ancrer à l'Europe ont-ils pu à ce point disparaître des écrans radars ? Alain Guimol a mené l'enquête. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à La Croix, quotidien français. Vous avez été pendant de longues années correspondant de l'agence France-Presse dans ce pays, l'Ukraine. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Ukraine, le réveil d'une nation, édition Les Petits Matins. Alors, avant d'aborder votre livre, commençons par l'actualité. On vient de voir, l'armée ukrainienne va de défaite en défaite. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, je crois que l'Ukraine est une puissance qui avait des usines militaires, qui avait hérité d'une armée soviétique, mais qui en quelque sorte, ne s'est pas occupé de son armée pendant de longues années. Et cette armée était un peu en déshérence. En revanche, la Russie, qui est voisine, elle, a beaucoup reconstitué sa puissance militaire et aide massivement les rebelles est-ukrainiens. Et donc, ça donne une supériorité militaire à ces séparatistes qui, du coup, ont pris l'ascendant localement. En tout cas, dans cette petite région de l'Est ukrainien où ils ont réussi, effectivement, à mettre en difficulté l'armée ukrainienne. Dans cette région du Donbass, donc, vous évoquez des moyens militaires, la différence, l'asymétrie, si l'on peut dire des moyens. On a tout de même le sentiment qu'il y a d'un côté, on le voit sur les images, des combattants séparatistes déterminés, motivés, qui croient en quelque chose, et de l'autre côté, des forces loyalistes qui viennent souvent de l'autre côté du pays, qui ne savent pas vraiment pourquoi elles sont là. Alors, écoutez, je pense que là, l'image est un peu trompeuse, parce que aujourd'hui, de fait, la plupart des journalistes sont avec les séparatistes, avec les rebelles, parce que peut-être l'histoire est plus belle racontée de ce côté. Mais en fait, du côté de l'armée loyaliste, il y a aussi des gens qui sont très déterminés, et il y a énormément de brigades de volontaires qui se sont constituées. En fait, les gens du Maïdan, ceux qui ont manifesté il y a un an sur la place de l'Indépendance pour demander le rapprochement avec l'Europe, et puis surtout l'émancipation par rapport à la tutelle russe que la Russie voulait toujours exercer sur ce pays. Ces gens-là, ils sont passés directement du Maïdan à ces brigades de volontaires pour aller se battre contre l'arrivée des petits hommes verts quand ils sont apparus dans l'Est ukrainien. Donc non, je crois qu'il y a de la motivation aussi du côté ukrainien. Alors quelle peut être selon vous la solution politique désormais? On sait que la Crimée a déjà été annexée par la Russie. On sait donc que les séparatistes pro-russes contrôlent une grande partie de l'Est du pays. Quelle solution possible selon vous? Il me semble que la logique des accords de Minsk est une logique qui est assez bonne. C'est-à-dire, quelle est-elle, si pour la reprendre brièvement, il s'agit en fait d'accorder une large autonomie aux territoires de l'Est ukrainien, ces territoires qui se sont engagés dans la guerre. En échange d'un apaisement, d'un cessez-le-feu et de discussions politiques et d'un processus de discussion politique à long terme. Cette logique est la bonne, mais malheureusement, si elle ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce que les séparatistes ne respectent pas l'accord de Minsk. Ils se sont engagés dans une stratégie de grignotage. On les a vus d'abord à Debaltsevo. Au lendemain l'encre n'était pas encore sèche que déjà ils bombardaient à Debaltsevo et Debaltsevo est tombé. Et maintenant ils reprennent cette même stratégie du côté de Mariupol, dans le sud de la petite enclave séparatiste, où ça recommence. Il y a des bombardements, la pression militaire exercée sur Mariupol. Donc pas de cessez-le-feu, donc ça risque de durer. Dites-vous, alors on a appris aujourd'hui que la Russie avait commencé à livrer du gaz directement en zone rebelle dans l'est du pays. C'est ce que dit Gazprom. Votre livre, lui, revient sur les événements donc de Maïdan, où sont passés les manifestants qui étaient médiatisés. Il y avait là aussi, vous racontiez tout à l'heure une histoire qui se raconte, une sorte de storytelling. C'était le cas aussi un peu sur la place Maïdan. Que deviennent-ils ? Pour une part, ils sont au gouvernement. Ils essayent de mener à bien les promesses qu'ils ont faites devant la population qui manifestait. Il y avait deux types de promesses. Il y avait d'abord la volonté de faire advenir l'état de droit en Ukraine.
Et puis donc cette volonté d'indépendance dont je parlais, le désir de s'émanciper par rapport à la Russie et de se rapprocher de l'Europe. Ce programme-là commence à être mis en œuvre, mais évidemment la guerre a tout arrêté et tout compliqué. Donc une partie d'entre eux sont au gouvernement, essayent de stabiliser la situation, de faire face à la crise économique. Et puis une autre partie est malheureusement dans ses bataillons, dans l'armée, et fait la guerre. Alors page 207 de votre livre, vous écrivez ceci: ce réduit du Donbass, c'est donc trop ou trop peu. Cela signifie qu'il existe une forte probabilité pour que la guerre, à un moment ou à un autre, reprenne dans l'est de l'Ukraine. Selon vous, c'est un conflit sans fin? C'est un conflit qui ne peut prendre de fin que du jour où la Russie cesse d'aider les séparatistes, parce que c'est ça qui nourrit la guerre. C'est le fait qu'il y a une frontière commune entre le Donbass, cette région en guerre, et la Russie voisine, et que cette frontière est maintenant ouverte, et que donc des grandes quantités d'armes rentrent, des volontaires aussi venus de Russie qui nourrissent le conflit. Il y a toujours eu une différence entre les Ukrainiens de l'Est et de l'Ouest. Il y avait deux sensibilités, mais il n'y avait pas de vrai conflit. Le conflit est né du jour où la Russie l'a décidé, en amenant la violence, en amenant des hommes armés, et donc en durcissant les antagonismes par la prise de bâtiments publics, des barrages qui ont été créés sur les routes. Pour vous, les Occidentaux de l'Europe n'ont pas soufflé sur les braises? On a vu des chefs de diplomatie se déplacer sur place à Maïdan à l'époque. Ils n'ont pas. Non, je crois que ils ont plutôt subi les événements et ils les ont pas anticipés. C'est vrai, on peut leur reprocher de n'avoir pas compris la profondeur de l'antagonisme, mais pas d'avoir soufflé sur les braises. Ils n'ont pas soufflé sur les braises. Ils ont plutôt subi les événements en essayant de ramasser les morceaux comme ils pouvaient. Merci beaucoup Alain Guillemot. Je rappelle le titre de votre livre, Ukraine, le réveil d'une nation, édition Les Petits Matins. Merci à vous d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes.